Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour, très ravi d'être en votre compagnie. Interview exclusive pour vous, avec son honorable Soumaïla Cissé, président de l'URD. Excellence, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous accorder cette interview depuis votre cabinet ici à Bamako, pour les chaînes Afrique Vision Nouvelle, Ivoire TV, Africa TV USA, la radio des Maliens d'Amérique, Sounou Afrique Radio. Excellence, nous parlerons du Mali, de l'actualité africaine et surtout des prochaines élections présidentielles. Monsieur le Président, ma première question, comment se porte votre parti, l'URD? Merci de votre sollicitation. Je me sens très honoré d'être votre invité. Vous êtes écouté de par le monde et vous faites du très bon travail. L'occasion pour moi de vous féliciter et de saluer tous vos téléspectateurs. L'Union pour la République et la démocratie, l'URD, est un parti qui se porte bien et qui se porte même très bien. Nous avons des résultats positifs depuis que nous avons été créés et chaque jour que Dieu fait, nous avons de nouvelles arrivées, nous avons des personnalités influentes qui nous rejoignent, des organisations influentes qui nous rejoignent, des partis entiers qui nous rejoignent. Et sur le terrain, nous restons présents malgré la situation de crise sur l'ensemble du territoire national et aussi dans beaucoup de pays à l'étranger. Je suis fier d'être le président de ce parti. Je suis fier de voir que c'est un parti qui est en mouvement et qui réussit. Pour vous dire en un mot, c'est un parti qui se porte très bien. Voilà, l'URD se porte très bien comme vous le dites. Ma deuxième question, l'URD se porte bien. Est-ce que c'est le cas du Mali? Le Mali, malheureusement, ne se porte pas bien. Vous savez, depuis quelques années, nous sommes dans une crise qui, malheureusement, ne fait que s'approfondir, qui se caractérise d'abord par une situation sécuritaire particulièrement préoccupante, dans le nord du pays d'abord, puis maintenant dans le centre, et malheureusement, ça déborde aujourd'hui dans l'insécurité jusqu'aux alentours de la ville de Ségou. C'est une situation qui est inquiétante, qui, dans cette crise sécuritaire, peut aussi stigmatiser ce qui arrive par des bandes armées, par des groupes extrémistes qu'on appelle des djihadistes, mais aussi ces derniers temps par des conflits intercommunautaires qui sont des choses extrêmement dangereuses, qui sont des sortes de préludes à une guerre civile. À côté de la situation sécuritaire, vous avez des conséquences. Vous avez des écoles fermées dans beaucoup d'endroits. Il y a plus de 500 écoles qui sont fermées au Mali, certaines depuis pratiquement 5 ans, des dispensaires qui ont disparu, l'absence totale d'administration dans pratiquement les 2/3 du pays, donc une situation qui ne permet pas d'avoir la gouvernance souhaitée au niveau local. Au niveau central, nous avons malheureusement une corruption qui est là, qui devient endémique, et une gouvernance qui laisse à désirer. On pourrait aller dans les détails, bien sûr, si vous voulez, mais le Mali aujourd'hui est dans une situation qui n'est pas particulièrement enviable. Comme le dirait Tikandia, le pays va mal. Monsieur le Président, vous l'avez souligné, vous avez parlé de corruption, de l'insécurité, et puis j'allais ajouter même l'injustice. Alors que faut-il pour freiner tout ça? Je crois qu'aujourd'hui, les Maliens sont convaincus, et je pense que la plupart des observateurs qui s'intéressent à notre pays sont convaincus qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'alternance. Il faut changer la gouvernance. Elle a montré ses limites, et pendant 4 ans et demi, un déficit réel de dialogue, un déficit de solutions, un manque total de vision. Nous sommes un peu comme un bateau ivre qui est là à la portée des flots. Et il est évident qu'il faut réinstaurer un dialogue réel, fécond. Il faut une nouvelle gouvernance. Et il faut se réapproprier les fondamentaux dans ce pays-là, que ce soit du point de vue institutionnel, que ce soit du point de vue économique, pour pouvoir repartir sur un bon pied. Et je pense que les prochaines élections nous donnent vraiment l'opportunité de régler ce problème et que les 5 ans que nous venons de vivre soient des 5 ans entre parenthèses, pour que ce soit un vilain souvenir, un mauvais souvenir pour notre pays qui mérite mieux, qui a connu mieux et qui devrait pouvoir faire mieux. Vous parlez de beaucoup de choses par rapport à cette situation.
certains parlent de changement. Pensez-vous aujourd'hui qu'il faut véritablement un changement? Non, il faut une alternance, il est évident. Il est évident aujourd'hui que l'équipe, malheureusement, qui nous dirige depuis 5 ans, n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que ça se saurait. Il n'y a pas de solution sur le plan sécuritaire. Il n'y a pas de proposition de solution sur le plan institutionnel. L'économie elle-même est atone aujourd'hui et nous sommes rentrés dans l'affairisme dans les grandes villes, à Bamako. Pour rentrer à la fonction publique, il faut payer. Pour rentrer dans tel domaine, il faut payer. Pour avoir des marchés, il faut des arrangements. Et je crois que toutes choses qui sont des mauvaises choses, et vous l'avez souligné vous-même, la justice qui n'arrive pas à être servie correctement, qui est parfois loin des villes. Et vous avez même des prises d'otages dans ce pays. Il y a malheureusement un juge qui est pris en otage, un commandant de brigade qui est pris en otage. Les otages ne sont plus comme avant des otages occidentaux ou des touristes. Aujourd'hui, c'est des citoyens, c'est des fonctionnaires, c'est des préfets, c'est ceux qui servent l'État eux-mêmes qui sont pris en otage. Donc nous arrivons à une situation d'État voyou qui est là, qui observe, qui regarde, mais qui n'arrive à trouver aucune solution. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que le changement est absolument nécessaire. Et je crois qu'il suffit que vous sortiez à Bamako, que vous interrogez les gens, pour que vous voyez que ce n'est même pas une question à leur poser, c'est une évidence pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et ceux qui sont conscients de la situation? Ils ne le disent peut-être pas, mais je crois que chacun d'eux, en son fort intérieur, quand il est seul avec sa conscience, quand il se regarde dans un miroir, doit se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait de positif. Et je crois que pour tous, s'ils sont honnêtes, le bilan est négatif. Je pense que même le président doit s'interroger aujourd'hui sur son manque de résultats. Et il y a un manque total de résultats. Monsieur le Président, Excellence, je me souviens, j'ai vu une de vos vidéos depuis New York, lors de vos tournées. Vous êtes allé dans un village et on a présenté une école avec des tôles. C'était vraiment elle était inquiétante cette situation et ça amenait à réfléchir. Vous avez pris la résolution d'apporter un plus et quelques mois après, on a vu le changement. Le problème de l'éducation, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? Je crois que l'éducation, c'est la clé du succès, c'est l'avenir. Effectivement, au cours d'une tournée, nous sommes tombés sur un village qui s'appelle Drametou, qui est tout près de Bafoullabé. Nous avons découvert quelque chose que nous ne croyions pas possible au Mali du XXIe siècle. Alors, une école qui était complètement délabrée, les enfants qui étaient là, à la merci des vents et des pluies, qui partageaient les locaux, je dis locaux entre guillemets, avec les animaux, les bouses et vaches, etc. Cela a révolté les militants de l'URD. J'ai l'occasion de les remercier, de les féliciter, et aussi ceux des États-Unis, parce qu'ils ont tous participé. Nous avons levé une collective au niveau de notre parti. Nous n'avons eu un franc d'aucune ONG, d'aucune autre administration. Nous avons pu mobiliser environ 60 millions de francs CFA. Nous avons reconstruit l'école en dur. Nous avons fait 6 classes, plus le bloc de l'administration, plus les latrines. Et dans la même année scolaire, nous avons pu ouvrir l'école. Et je crois que je suis fier des actions de l'IRD parce que nous ne sommes pas limités à une critique. Nous avons fait cela. Mais nous avons pu aussi faire des forages à Kumbi, vers Kolokani, à Negekro, vers Kolokani. Là aussi, pour un investissement total d'environ 140 millions de francs CFA. Là, on a été un peu aidé par une ONG. Donc, c'est pour dire que chaque fois que nous-mêmes, nous avons des solutions concrètes, nous les déroulons. Nous n'attendons pas tout de l'État et nous voulons montrer un exemple. Imaginez que les 200 partis qui existent au Mali, que chaque parti puisse faire une école. Vous voyez un peu quel soulagement ça peut être. Les pouvoirs publics, c'est leur rôle, mais il est évident que chacun de nous doit pouvoir faire quelque chose. Mais la question centrale, c'est l'école. Aujourd'hui, sans l'école, il n'y a pas d'avenir. Et moi, je suis meurtri de savoir qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école depuis 5 ans. Ces enfants, imaginez qu'ils avaient 6-7 ans. 5 ans après, ils ont 12 ans, c'est fini, ils ne peuvent plus aller à l'école. Ces enfants sont recrutables par les groupes armés. Ces enfants sont recrutables par les djihadistes, sont recrutables par les vendeurs de drogue et les trafiquants de drogue. C'est une société qui se détruit, c'est des familles qui se détruisent, c'est des enfants qui n'ont pas d'avenir, où à 16 ans, 17 ans, ils vont traverser les mers, traverser le Sahara avec les drames que cela est. Il faut aller à l'école. Il faut tout faire pour que l'école soit réhabilitée. Il faut tout faire pour que notre école soit à la hauteur des autres écoles des pays de la sous-région.
Le problème de l'éducation, on a également le problème au niveau de la santé, le problème au niveau de l'emploi des jeunes. Ce sont des problèmes qui se posent avec acuité. Comment pensez-vous y faire face? Vous savez, nous avons connu des problèmes sérieux de la santé cette année. Il y a eu plus de 3 mois de grève dans le système sanitaire. Il y a eu plus de 300 morts ici. L'URD s'est mobilisé. J'ai été moi-même voir le chef de l'État pour essayer de trouver des solutions. J'ai discuté avec les syndicats pour qu'ils puissent arrêter cette grève. Ça veut dire que le malaise est là. C'est un malaise profond. Et quand vous visitez les hôpitaux du Mali, quand vous voyez dans quelles conditions les gens travaillent, c'est vraiment une situation qui est pitoyable. Il faut remédier à cela. Il faut des hôpitaux de référence, il faut des centres de santé de référence, il faut que l'hygiène publique soit réhabilitée dans notre pays. Que faire? Que faire? Il faut discuter avec les professionnels. Il faut voir avec eux d'abord leur implication dans les solutions, dans les propositions de solutions. Rien ne se fait sans les ressources humaines. Rien ne se fait, ne s'impose sans les intéresser eux-mêmes. Ensuite, il faut appliquer les normes lesquelles nous sommes convenus avec nos différents partenaires. Que les centres de santé ne soient pas trop distants des villages, que les maternités soient à moins de 15 km, qu'on ait une vraie politique de prévention par les vaccinations, mais aussi par l'hygiène, par l'assainissement. Et l'assainissement, pour rejoindre votre question sur l'emploi, est l'un des plus gros pourvoyeurs d'emplois dans ce pays. Aujourd'hui, à Bamako, on dépense près de 9 milliards avec une société pour pouvoir assainir. Nos enfants peuvent le faire s'ils sont mieux organisés, s'ils sont mieux tenus, si on les explique mieux et si on les forme plus. L'assainissement peut être une source extraordinaire d'emploi. À côté de ça, il y a des actions qui doivent être volontaristes. Dans un pays où il n'y a pas assez d'écoles, dans un pays où avec le croît démographique que nous connaissons, est-ce qu'il n'est pas inhumain, est-ce qu'il n'est même pas criminel d'avoir des enseignants formés qui sont au chômage? Moi j'ai dit, nous, tous les enseignants qui sont formés, qui sortent des écoles professionnelles d'éducation, reconnus, seront embauchés pour éviter des classes de 200 enfants, pour éviter des villages sans école, pour éviter d'autres dramétours que nous avons connus. Il faut que ceux-ci soient embauchés, que cela soit une priorité. La deuxième chose, dans un pays où la couverture sanitaire est si faible, est-ce normal, n'est-il pas criminel que des médecins formés à l'école de médecine de Bamako, certains formés dans les différents centres de santé, dans les différentes écoles de santé, se retrouvent au chômage? Non, il faut les embaucher. Il faut que l'État fasse l'effort pour qu'ils soient employés, qu'ils ouvrent des centres de santé, qu'on les aide à ouvrir des cliniques, en tout cas qu'on fasse en sorte qu'ils puissent travailler au profit de la population. Voilà des créneaux qui sont extraordinairement là pour pouvoir créer des emplois. Mais réfléchissons à nos langues nationales, enseignons-les dans les lycées, créons des filières, on va créer des emplois, on va instruire un peu mieux nos gens et on va faire vivre aussi nos langues nationales. Donc je crois qu'il y a une batterie de solutions sur lesquelles il faut travailler. Mais l'emploi, c'est aussi le secteur privé. Il faut dialoguer avec le secteur privé. Nous avons un gouvernement qui, depuis 5 ans, n'a pratiquement jamais rencontré le secteur privé, n'a jamais discuté avec le secteur privé. Dans ce cas, il ne peut pas trouver des solutions pour l'emploi. Il faut discuter avec le secteur privé, voir quels sont les freins, quelles sont les conditions d'exercice du privé dans notre pays, les conditions des affaires, le climat des affaires, comme on le dit. Il faut l'assainir, il faut qu'il soit propre. Il faut discuter avec les gens pour permettre à d'autres de venir investir, pour permettre à ceux qui investissent de pouvoir créer de la richesse. Et c'est en créant de la richesse qu'on crée des emplois. Les emplois ne sont pas des emplois administratifs qu'il faut créer, il faut aller au-delà. L'autre aspect pour créer des emplois, il faut un minimum de sécurité. Quand vous faites venir des investisseurs étrangers, mais il faut qu'ils aient un minimum de sécurité dans leur pays. Mais nous avons des excellences sur lesquelles il faut qu'on travaille. Le Mali est aujourd'hui premier producteur de coton. Mais faisons en sorte que notre coton soit transformé dans notre pays. Créons les conditions pour que ce soit transformé. Il faut baisser les charges pour que les entreprises concernées aient envie de venir ici, qu'ils sachent qu'ici, ils pourront avoir un coton à bon prix, un coton de qualité, pour qu'ils puissent créer des industries, qu'ils puissent continuer à travailler. On a de l'or,
on fait de l'élevage, on a le fils du Niger, on a un pays qui, s'il y a la paix, il y aura beaucoup plus de tourisme. Donc on peut avoir 4, 5, 6 piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de créer des emplois tout en développant le pays. Bien sûr, il faut des infrastructures pour lier les zones de production et les autres. Je crois qu'il y a tellement de choses à faire dans notre pays, tellement d'imagination à avoir et à développer, que je pense que même si on ne crée pas le plein emploi, on doit pouvoir aider les jeunes à s'installer en utilisant aussi bien sûr les nouvelles technologies pour qu'ils puissent ouvrir leur esprit au reste du monde. Si naturellement les élections qui sont prévues au mois de juillet, si je me trompe, dans 4 mois exactement, pensez-vous que toutes les conditions sont réunies? Non, je crois qu'il faut partir des professions de foi. Le président de la République a dit qu'il y aura des élections. Il s'est adressé à l'ensemble de la nation et à l'ensemble du monde, la communauté internationale, comme on dit. Le Premier ministre a fait de même et l'ensemble des partenaires poussent dans ce sens. Nous, à l'opposition, on souhaite qu'il y ait les élections, nous n'avons pas un plan B. On pense que les élections sont indispensables. À partir de là, c'est la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que les conditions requises et idoines soient obtenues pour que les élections aient lieu dans de bonnes conditions. Il y aura des difficultés, je n'en doute pas. Nous avons connu des difficultés au moment des élections communales, mais Dieu merci, sur 700 et quelques communes, il y a une soixantaine seulement dans lesquelles les élections n'ont pas pu se faire. Il faut tout faire pour que les Maliens puissent voter. Qu'ils puissent voter à l'étranger, qu'ils puissent voter à l'intérieur. Nous nous sommes offerts, nous, de l'opposition, pour discuter avec la majorité, discuter avec le gouvernement pour la mise en place des conditions idoines pour que les élections puissent se faire. Nous avons participé aux négociations, nous avons fait des propositions. Malheureusement, des fois, même souvent, la majorité est absente. D'habitude, c'est l'opposition qui boycotte ces choses-là. Mais au Mali, c'est la majorité qui boycotte. Allez comprendre quelque chose. Toujours est-il qu'un document est sorti, qui est plus ou moins consensuel. On verra le traitement qui sera fait de ce document au niveau du gouvernement et au niveau de l'Assemblée nationale pour améliorer les conditions pour que les élections se fassent à bonne date et que ces élections soient crédibles et transparentes. Nous souhaitons, nous, tout faire pour que nous n'ajoutons pas une crise à la crise. Ajouter une crise à la crise, c'est quoi? C'est s'il y a une crise post-électorale, ce sera très grave. On aurait ajouté une crise à la crise. C'est pour ça que l'opposition s'est engagée à tout faire pour que les élections aient lieu à bonne date et qu'elles soient transparentes. J'ai demandé en plus, je le souhaite, que ces élections soient certifiées par le système des Nations Unies, comme cela a pu être fait en Côte d'Ivoire, pour nous éviter tous de nous chamailler après les décisions de la Cour constitutionnelle. Je crois que cela permettrait à notre pays de sortir de cette étape difficile et d'envisager l'avenir avec beaucoup plus d'espoir. Et je souhaite vraiment que ce soit entendu, que tous les Maliens se convainquent qu'il faut aller aux élections de façon transparente. Bien sûr, il y a des conditions à remplir, comme vous l'avez dit. Il y a des difficultés pour vous qui êtes à l'extérieur à avoir vos cartes NINA. Et il y a de la rétention là-dessus. Il y a des difficultés qu'on ne comprend pas. Il y a des gens qui sont recensés, qui ont leur récépissé depuis longtemps, mais qui n'ont toujours pas leur carte. Or, actuellement, sans la carte, on ne peut pas voter. Et pour vous qui êtes à l'extérieur, c'est même plus grave. C'est avec la carte NINA que vous obtenez votre passeport. Et avec votre passeport, vos titres de séjour. Et vos titres de séjour vous permettent de vivre et de travailler dans les différents pays. Donc, dès qu'il y a une rupture au niveau de la carte, c'est des drames qui s'annoncent. Des drames parfois familiaux graves. J'ai connu des gens qui ont perdu leur emploi à cause de ça. Il y a des gens qui sont partis en vacances qui n'ont pas pu rentrer parce que leur titre de séjour a pris fin, ils n'ont pas pu avoir leur passeport, ils ne pouvaient plus rentrer pour travailler. Donc c'est un drame sur lequel le gouvernement est interpellé. Et quand vous allez à Bamako, quand vous allez à l'extérieur, quand vous allez dans n'importe quel village, quand vous faites un peu de politique, l'une des premières questions, monsieur, nous voulons bien voter peut-être pour vous, mais faites en sorte que nous ayons nos cartes NINA.
Excellence, vous parlez du problème de ces cartes Nina, mais au niveau de l'opposition, comment l'opposition s'organise véritablement par rapport à ces... Nous avons un collectif que je dirige en tant que chef de file de l'opposition. Je suis le porte-parole. Nous nous réunissons régulièrement, pas plus tard que bientôt, hein, cet après-midi, on a encore une réunion. Et nous essayons donc de mener mes actions républicaines ensemble. Regardons la situation, nous l'analysons et nous faisons des actions ensemble. Que ce soit des communiqués, que ce soit des marches, des meetings, etc., des protestations. Nous essayons de faire beaucoup de choses ensemble. Mais vu les défis de l'heure, vu les prochaines élections, nous sommes en train de réfléchir à élargir la base, partager les idées avec le maximum de gens et travailler pour l'alternance. À cet effet, nous avons rédigé un document, un manifeste pour l'alternance. Ce manifeste, à l'opposition, on est quasiment d'accord là-dessus. Nous sommes en train de contacter d'autres personnalités, d'autres partis politiques, même des partis politiques qui se disent de la majorité, parce que la situation est très mauvaise. Et une fois qu'on aura fini, ce document sera public et sera une sorte de ralliement de l'ensemble de ceux qui pensent que la gouvernance actuelle a atteint ses limites et qu'il faudrait vraiment changer les choses. Et voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et je crois que vraiment nous avançons très fortement dans cette direction. Vous avez également, par rapport à cette mobilisation pour les élections, les Maliens de la diaspora aux États-Unis, au niveau de la France, de l'Espagne et bien d'autres. Comment vous allez pouvoir les mobiliser? Mais nous avons des partisans dans ces endroits. L'URD en particulier a une section aux États-Unis. L'URD a des membres. Tous ces membres qui sont très dynamiques. Voilà, je salue le jeune Koïta qui est notre président à New York, qui fait du très bon travail. Dans la plupart des grandes villes, nous avons des antennes qui fonctionnent bien, Atlanta, Washington, le New Jersey, etc. Et nous avons la même chose en France et en Espagne. Nous sommes présents dans environ 23 pays. 23 pays. Vous allez pouvoir leur rendre visite? Et je rends visite à beaucoup, pas tous en même temps, mais pendant la campagne, on va généralement en Afrique centrale. Il y a 5-6 pays en Afrique occidentale et aussi, généralement, on va en Europe. On arrive à faire ça et chaque fois que, dans le cadre du travail que je fais ou des déplacements, je profite toujours de l'occasion pour rencontrer certains de nos camarades. Donc le travail qu'on fait est fait par des Maliens qui sont sur place, avec lesquels nous avons des contacts réguliers. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, rien ne se cache. Et grâce à vos efforts, ce qui se passe ici, au cours du demain, à New York et dans l'ensemble de la diaspora. Donc ils sont partie prenante et vraiment je tiens à les remercier, à les féliciter pour leur action extraordinaire. Vous savez, quand on faisait nos marches ici contre la révision constitutionnelle, nous avons eu un soutien très très fort, que ce soit à New York, que ce soit à Paris, que ce soit dans les autres villes en Espagne, mais aussi à Abidjan, à Ouagadougou ou bien à Dakar. Nous avons vu l'engouement, l'intérêt de ça et je crois que la plupart des partis de l'opposition ont des bonnes antennes à l'extérieur et vraiment je les félicite et je les remercie très sincèrement. Excellence, par rapport à ces élections, l'inquiétude, c'est le Nord par rapport à l'insécurité. Comment on va pouvoir y faire face? Vous savez, je me réfère toujours à ce qui est déjà arrivé en 2013. En 2013, on a signé les accords de Ouagadougou le 18 juin 2013 et on a pu faire les élections le 28 juillet 2013. Ça veut dire que si on s'assoit et qu'on discute, et que le gouvernement affiche une volonté politique réelle, en discutant avec les groupes armés, ils sont partenaires dans un comité de suivi des accords, qui piétine malheureusement encore, ils sont partenaires avec ceux qui nous aident, qui travaillent et avec les groupes et avec nous. Je pense qu'une pression amicale sur toutes les parties devrait permettre de détendre l'atmosphère, au moins pendant une période, pour qu'on puisse avoir des institutions respectées, respectables et crédibles. Vous savez, il faut un minimum de légitimité pour pouvoir continuer. Et cette légitimité s'obtient par le suffrage universel. C'est pour ça que
Tout le monde est intéressé, que ce soit l'opposition, la majorité, les groupes armés et les partenaires. Parce que sans cela, il n'y a plus de direction dans le pays. Sans cela, c'est l'aventure. Et l'aventure et les différentes ruptures amènent notre pays vers le chaos. Et ça, nous devons l'éviter. C'est difficile, mais il faut se battre justement pour obtenir que les élections aient lieu dans de bonnes conditions, malgré les difficultés que vous avez soulignées en matière d'insécurité. Une autre question, Excellence. Quel regard portez-vous sur le CDR avec le jeune Raspat? Je crois que c'est un phénomène qui est là de notre temps. Vous savez, la société civile doit se développer. La société civile, comme dans les autres pays, nous avons vu les mouvements au Sénégal, nous avons vu les mouvements au Burkina, dans d'autres pays, et ça a été au Congo, ça a été le Mali aujourd'hui. Et je crois que c'est une bonne chose que la jeunesse participe au débat. Je dis toujours que dans la vie politique, il y a 3 groupes liés. Je compare ça souvent à une marmite sur un foyer traditionnel. Vous avez une grosse pierre, une moyenne, une petite. Chacune des pierres contribue à l'équilibre. Vous enlevez la plus petite, votre sauce est par terre. Vous enlevez la grosse pierre, vous ne pourrez pas faire votre pâte. La grosse pierre, la plus grosse, c'est la société civile. Ces syndicats, ces jeunes du CDR, les autres mouvements qui sont là, qui constituent la dynamique sur laquelle il faut s'appuyer. Mais pour réussir, il faut aussi une majorité. La majorité, c'est la pierre moyenne. Mais la plus petite, c'est peut-être l'opposition. Jusqu'au jour où on va gagner, on va changer de pierre. Il faut les 3. Pourquoi la société civile est importante? Parce que les partis politiques défendent des intérêts, les partis politiques. Ces intérêts sont parfois contradictoires avec le grand souhait, la grande marche de la société, ses aspirations profondes. Mieux, la petite pierre et la grosse pierre, les partis politiques pourraient peut-être s'entendre un jour, faire ce qu'on appelle les gouvernements d'union nationale, des choses comme ça. Mais s'il n'y a pas une société civile forte pour les contrôler, ils peuvent amener le pays vers des solutions qui ne sont pas les meilleures. C'est pour ça que moi je félicite ces jeunes pour leur organisation, pour leur indépendance, pour leur sens du pays, leur sens de la patrie. Le CDR, il y en a d'autres aussi, mais le phénomène du CDR est un phénomène bien connu. Je les félicite et je suis leur débat. Nous avons fait des activités avec eux dans le cadre de la révision constitutionnelle et c'est une bonne chose, ils ont leur place dans le pays. Ils doivent aider à éveiller les consciences, à faire en sorte que tout le monde se retrouve sur le bon rail. On va parler par rapport à l'Afrique. L'Afrique, le franc CFA, on en parle beaucoup. Vous avez été l'un des grands patrons de l'UEMOA. Que pensez-vous aujourd'hui du franc CFA? On parle de changement. Non, je crois que la monnaie, ce n'est pas une affaire qu'on discute dans la rue. On m'explique une fois que le général de Gaulle voulait dévaluer le franc français à l'époque. Il en a discuté avec son ministre des Finances. Il a dit, bon, ils se sont mis d'accord. Le ministre des Finances voulait partir, il dit non, tu restes à côté de moi. Il l'a mené au cinéma. Il l'a gardé toute la nuit pour que le matin, il fasse le décret et qu'il le publie. Tout simplement pour qu'il n'y ait pas de fuite. Vous savez, si on annonce aujourd'hui, on va faire ça sur le franc CFA, le lendemain, il n'y a plus de franc CFA. Entre les spéculateurs, entre les trafiquants de devises, entre ceux qui prennent des positions. Vous êtes aux États-Unis, vous connaissez les problèmes de bourse, tout va s'écrouler. Nous avons une monnaie qui rassemble un certain nombre de pays, qui a des avantages, qui peut aussi avoir des inconvénients. Mais des avantages, c'est l'inflation. Il n'y a pratiquement pas d'inflation dans les zones CFA. Par contre, les pays voisins qui ont leur propre monnaie ont beaucoup d'inflation. L'inflation mine les plus pauvres, détruit les richesses des plus pauvres. Mais il y a aussi une monnaie qui est arrimée à l'euro, qui devient donc une monnaie forte. Ça veut dire donc une monnaie qui peut pénaliser nos exportations parce qu'ils deviennent beaucoup plus chers. Le coût du travail est beaucoup plus cher. Faites le tour de l'Afrique. Les chambres d'hôtel coûtent beaucoup plus cher dans la zone CFA que dans les zones non CFA. Et elles ne sont pas non plus meilleures, bien au contraire. Donc tout ça fait qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il faut que nos dirigeants réfléchissent ensemble, que nos économistes voient les choses ensemble. Je vois une monnaie qui est peut-être arrimée à plusieurs monnaies, qui est un panier de monnaies,
qui comprend le dollar, qui comprend l'euro, qui comprend le yuan chinois, qui comprend peut-être d'autres monnaies ou peut-être même le naira dans un premier temps pour que la monnaie ait de la souplesse. C'est une marchandise qui doit pouvoir se vendre et s'acheter à un prix de marché. Il faut créer les conditions pour cela et avoir les hommes pour bien gérer cela. Ensuite, il y a un projet de monnaie sur la CEDEAO. Il faut travailler dans ce sens. Ce n'est pas facile. Il faut un minimum de critères de convergence. Vous ne pouvez pas avoir la même monnaie avec un qui a un déficit de 10%, l'autre a un déficit de 2%. Il est clair qu'il y a un problème. Il faut voir que cette monnaie, aussi en son sein, qu'il n'y ait pas de dettes énormes des États d'un côté ou de l'autre. Donc il y a un certain nombre de critères techniques qui font cela. Maintenant, le débat est beaucoup plus politique, le souhait d'indépendance, le souhait d'aller de l'avant, mais je crois qu'il faut bien réfléchir pour qu'on puisse avoir une monnaie où tout le monde est satisfait. Et vous savez, des pays comme le Mali, nous avons une autre monnaie en 62, nous avons été obligés de la dévaluer en 67, de revenir à la zone franc, et en 84, nous avons été obligés de revenir au franc CFA. Ça veut dire que gérer sa propre monnaie n'est pas quelque chose non plus de facile. C'est pour ça que je vous donne une réponse de Normand, un peu oui, un peu non, mais ça me nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup de travail et surtout beaucoup de discernement. Ce n'est pas dans la précipitation qu'on règle les choses. Dire comme ça, on a fait une monnaie, la monnaie c'est la confiance. Si vous avez une monnaie que les autres n'ont pas confiance en votre monnaie, vous avez du papier. Donc, il faut créer les conditions pour que cette monnaie soit crédible, que les autres aient envie de votre monnaie, qu'ils puissent commercer avec votre monnaie. Alors. Excellence, un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, du côté des Maliens, du côté des États-Unis, de la France, un dernier mot. Ok. Je voudrais vous remercier de nous avoir suivis et vous féliciter pour le travail remarquable que vous faites. Vous honorez notre pays. Vous honorez notre pays par votre comportement sur place, mais vous honorez surtout notre pays en ne l'oubliant jamais. En n'oubliant jamais vos compatriotes, en n'oubliant jamais que vous venez d'un village, que vous venez d'un hameau, que vous avez des parents, des enfants, des neveux ici, et que vous continuez à aider. J'ai voyagé dans beaucoup de pays. Je n'ai jamais rencontré de Maliens à l'extérieur qui disent « le Mali, ce n'est plus mon problème ». Cette fierté d'être malien, on la retrouve chez chaque Malien. Ça veut dire que la situation ici, aujourd'hui, notre situation ne vous est pas indifférente. Vous savez, ça ne va pas aujourd'hui. Vous savez pourquoi ça ne va pas. Nous avons besoin de votre appui, nous avons besoin de votre leadership, nous avons besoin que vous le dites, nous avons besoin que vous participez à cette nécessité d'alternance. Notre pays ne peut pas continuer à digérer comme il l'est aujourd'hui. Et chacun de vous, chacun de nous a une responsabilité dans la réussite de demain. Ce pays ne doit pas être détruit. Ce pays ne doit pas disparaître. Nous n'en avons pas d'autres. Nous pouvons avoir tout le bonheur du monde ailleurs. Nous serons et resterons toujours Maliens. Vous serez toujours considérés comme des Maliens. Regardez comment on parle du Mali aujourd'hui. Vous qui êtes à l'extérieur, vous avez envie de baisser la tête. Vous avez envie de fuir certaines discussions. Parce que vous avez honte, tout simplement, de ce qui arrive à notre pays. Mais l'espoir existe. Et dans quelques mois, vous avez l'arme à la main. Votre vote, c'est votre arme. Votre carte d'électeur, c'est votre arme. Votre engagement, c'est votre arme. Votre volonté de réussir, c'est votre arme. L'espoir existe. Je pense que nous pouvons incarner l'espoir. En tout cas, merci pour tout et à très bientôt. Excellent, je voudrais vous dire un grand merci et à très bientôt. Ok. Merci. Voilà. Bon.